Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Aujourd'hui, nous recevons l'œil de lynx de toutes les courses automobiles de la Principauté, le taulier de la sécurité de l'Automobile Club de Monaco. Il est le commissaire général adjoint en charge des commissaires, Jean-Michel Matas. Bonjour. Bonjour à vous. Pour commencer, Jean-Michel, avant de rentrer dans votre rôle, parlez-nous des commissaires de course. On en entend souvent parler à la télé, l'intervention des commissaires, mais qu'est-ce que c'est un commissaire ? Alors déjà, je voudrais corriger, quand on s'exprime à la télé, on parle souvent de la décision des commissaires. Non, ce sont les commissaires sportifs qui prennent des décisions. Nous sommes les commissaires de piste en charge de la sécurité autour du circuit. Il y a une différence. D'accord. Mais je tiens à la rectifier. Parce que des fois, ça trouve, on dit que les commissaires ne décident pas de mettre une pénalité. Ce n'est pas le rôle des commissaires de piste. Alors, qu'est-ce que c'est un commissaire, du coup ? Un commissaire de piste, c'est un commissaire de course, disons, de piste. Moi, je préfère de piste, parce qu'il y a piste et route. On en parlera peut-être après. Là, il s'agit de commissaire de piste. C'est lui qui veille à la sécurité, au respect de tout ce qui est sécuritaire autour du circuit et qui gère les accidents et la signalisation. Et éventuellement, qui est en renfort des sapeurs-pompiers de Monaco pour éteindre un feu, un incendie. Nos gens sont formés pour cela. D'accord, c'est énormément de rôles. Au final. Ah oui, c'est multiple, ils sont à cartes multiples. Et chaque équipe est constituée en commando d'environ 12-15 personnes et animée par un chef de poste, qui est leur chef unique et à qui ils doivent obéissance militaire réglementaire. Comment on devient commissaire ? Alors, on devient commissaire, d'abord, les nouveaux commissaires, les critères sont d'être âgés de 18 à 40 ans, être volontaire, c'est bénévole, c'est un poste purement bénévole. De moi jusqu'au dernier petit commissaire, nous sommes tous des bénévoles, y compris l'encadrement. On devient commissaire donc en ayant suivi un stage de formation très strict, en ayant d'abord, j'aurais dû commencer par là, par une première réunion où on accueille les nouveaux, on leur explique ce qu'est la maison. L'Automobile Club Monaco, c'est quand même une marque qu'on ne peut pas tâcher et à travers laquelle on ne peut pas prêter le flanc à des critiques. Donc la tenue, le respect des gens, de l'homme, de la discipline et du chef. Oui, donc si je comprends bien, vous ne leur apprenez pas que l'intervention, c'est un global. Il faut respecter évidemment ce qui concerne le métier, mais également le costume. Absolument, la tenue doit être très irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir des combinaisons ouvertes. Il en va de leur sécurité aussi. S'ils ont des combinaisons, c'est pour ne pas se brûler, pour ne pas se faire mal. Elles sont inifugées, elles tiennent à des coupures. Ils ont des gants, ils ont des casques. Pour certains, les feux, ils ont en plus des cagoules. Donc je sais qu'il fait chaud à Monaco, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc on est obligé de respecter la tenue. Et ils sont équipés également de chaussures de sécurité, parce qu'ils se font mal, une voiture leur roule sur le pied. Ils sont équipés de A à Z. Donc Jean-Michel, vous êtes le chef de ces commissaires. Et ce qu'on ne se rend pas compte forcément à la télé, c'est que vous êtes à la tête d'une véritable armée. Ils sont énormément. C'est actuellement la qualification qu'on a. C'est vrai qu'on peut nous comparer un petit peu à l'armée. Nous ne sommes pas des militaires, mais on s'en est fortement inspiré. Je le reconnais humblement. Il y a des grades, des distinctions, une hiérarchie, et des hommes du rang, et ensuite des spécialistes. Et tout ça doit marcher, pas au pas, mais doit marcher d'une seule main, sous l'autorité du chef de poste. Et bien sûr, tous les chefs de poste sous mon autorité. Ce côté militaire, c'est ce qui fait la réussite justement de l'Automobile Club de Monaco ? Alors je pense que pour une grande partie, cette organisation qui a été voulue par le président Boéry dès 1972, quand il est arrivé, il a voulu créer un corps. On va arriver l'année prochaine aux 50 ans de ce corps, de la création de ce corps, mais il a voulu de l'ordre de la discipline. On ne partait pas en costume cravate, en blazer, sur la piste. C'est trop important. Donc il a fallu hiérarchiser et mettre tout ça en musique, et ça a été très long. Et on continue à améliorer, parce qu'on n'est pas arrivé au summum, on peut encore améliorer les choses. Et c'est notre rôle de réflexion de proposer au président et au conseil d'administration des décisions pour améliorer encore la situation. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les commissaires ne sont pas tous des hommes. Il y a aussi de plus en plus de femmes. Quand je dis la nation d'hommes, c'est effectivement, nous avons des jeunes femmes depuis 14 ans, 15 ans. Maintenant, elles sont au nombre de 60. Alors, avec la particularité due aux femmes, de par certaines se marient, deviennent mamans, pendant ce temps, elles ne viennent pas. Puis après, elles reviennent au bout de 2 ans, après avoir eu des enfants, elles ne reviennent plus. Mais néanmoins,
il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Elles sont commissaires, il n'y a pas de différence. Donc vous gérez la formation de ces commissaires, nouveaux comme anciens, tous les ans. Absolument. Tous les ans. Formation, absolument. Obligatoirement, il y a un stage de formation qui se déroule au terre-plein de Fontvieille, sur le cirque, dans le cirque et aux alentours du cirque. Et là, il y a 10 ateliers qui sont installés pour faire face à tous les phénomènes possibles qu'ils peuvent rencontrer. Donc, le franchissement de rails, il y a un petit parcours physique qu'ils redoutent tous, parce qu'il est chronométré, il y a un minimum. Il ne faut pas être un champion olympique, c'est pas ça. Mais ça veut dire mémoriser un parcours, marcher sur une planche à un équilibre à 20 cm du sol, ça peut arriver, sur un bord de trottoir ou autre. Il y a plein de choses qu'on retrouve sur le circuit. Tirer un poids de 20 kg à peu près sur un parcours, porter un extincteur, on regroupe tout ça. Ils ont ce parcours qui le craignent, certains, qui s'appelle la gazelle d'ailleurs, et qui leur fait peur, mais en réalité, il y a très peu qui échouent. Quand ils ne réussissent pas, on leur dit tu attends un quart d'heure, une minute, tu repasses, et là, ils s'améliorent. On a qui passent 4-5 fois et qui sont parfaitement adaptés après. Toutes ces personnes qui prennent énormément de risques, vous le disiez, ils sont tous bénévoles. Ça permet d'avoir des gens qui sont tous passionnés aussi. Oui. Alors, je reviens avant de parler des passionnés sur un phénomène, c'est que c'est un sport, le sport automobile, c'est un sport dangereux. Pour les pilotes, c'est leur métier, on le sait, on ne souhaite pas qu'ils se fassent mal et on est là pour les aider et les secourir éventuellement. Par contre, pour nous aussi, c'est dangereux. Un commissaire est derrière les rails, pas appuyé aux rails, je le précise, à l'arrière des rails. En rail, quand une voiture tourne, et on l'a vu cette année malheureusement, ça peut reculer 30-40 cm, ça a été mesuré. Et on leur montre, quand on les forme, qu'un rail, il ne faut pas s'y appuyer. C'est très dangereux, on peut se couper une main, se casser un pied. Si on appuie un extincteur sur le rail, l'extincteur peut voler à 3-4 mètres, et un extincteur, c'est un obus quand il part. Donc tout ça est planifié. Mais c'est un sport dangereux, ils doivent l'avoir en conscience, on leur apprend tout, et ça se passe bien. Ce sont des bénévoles, mais il faut qu'ils soient toujours très sensibles aux risques auxquels ils s'exposent. Et ça, mon rôle à moi, c'est de les mettre en demeure. Moi, je veux de la sécurité, un respect strict de la sécurité. C'est pour leur bien-être, c'est pas pour moi, mais j'ai pas envie d'en avoir un le soir blessé ou pire. Dans cette formation, donc, on le disait, vous avez aussi des expérimentés. Qu'est-ce qu'on apprend à quelqu'un qui est là depuis, je sais pas, 10, 15 ans et qui entend tous les ans peut-être la même chose? Même moi, ça fait très longtemps, et mes cadres supérieurs sont là depuis 50 ans ou plus. Et donc, ces gens-là, ils sont là pour encadrer et former, et toujours on se remet tous en question, depuis les cadres jusqu'aux simples nouveaux. C'est-à-dire tout le monde y passe. L'encadrement, les directeurs de course, tout le monde passe à la formation. C'est obligatoire. On simule une course avec des cartes électriques, et il y a les directeurs de course qui œuvrent en une direction course qui est créée spécialement pour ça, et qui eux-mêmes sont notés et évalués. Donc c'est bon pour la tête, mais c'est bon également pour la base, pour les nouveaux, pour les commissaires confirmés, des gens qui ont 15 ans, 20 ans, mais ils sont obligés de refaire le stage. C'est une notion obligatoire. Il peut y avoir une excuse parce que malade, etc., en déplacement. Néanmoins, ils sont suivis à la lettre, puisque nous avons tout qui est informatisé. S'ils loupent 2 ans ou 3 ans, on leur dit, mon camarade, là, tu ne seras pas absent l'année prochaine, sinon tu resteras chez toi. En toute amitié, mais c'est une question de sécurité. Il ne faut pas qu'ils perdent. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait 2, 3 fois, 10 fois qu'on sait tout, et il faut se remettre en question chaque année. Combien de temps ça prend pour qu'ils soient prêts à gérer de tels événements, que ce soit un rallye ou un Grand Prix? Le commissaire, à la fin du stage, quand il a fait le stage Fontvieille, on l'appelle Fontvieille vulgairement, ce stage-là, si on les reconnaît aptes, ils sont aptes. Pas à prendre des décisions des postes de chef, mais ils sont aptes à être de base, si vous voulez, l'exécutant de base. Donc, au bout d'une année, ils y sont déjà sur le coup. Les signaleurs, c'est plus compliqué. Les signaleurs, il faut une habitude, une connaissance parfaite du règlement, mais ça, tous de reconnaître le règlement, mais ils ont une formation et une habitude. Eux, ils vont être stagiaires pendant 3 ans pour vraiment apprendre. Ils sont collés à un signaleur, ils ont un simple drapeau de base, qui est le blanc, on leur dit agite-le, il agite, c'est une voiture au ralenti. Par contre, ils apprennent vraiment le mécanisme du drapeau jaune, le rouge. Quand on a l'ordre, on présente le rouge, le moins souvent possible, malheureusement, ça arrive de plus en plus, du fait de la FIA, je le dis, je ne m'en cache pas. Mais les signaleurs, c'est un rôle essentiel pour les concurrents. Les concurrents disent tous, bien qu'il y ait une technologie en parallèle, sur des panneaux lumineux et qu'eux-mêmes au volant, ils ont une confiance aveugle au commissaire Automobile Club de Monaco signaleur. On est réputé, entre guillemets, c'est pas prétentieux de ma part, mais le corps est réputé pour être le meilleur du monde, parce qu'il y a cette formation continue, cette remise en cause. Il y a combien de rôles différents chez les commissaires? Alors, on va les énumérer. Le chef de poste,
les adjoints qui sont avec, qui les assistent. Après, il y a le gros de la masse, c'est les interventions, qui sont en orange. Après, il y a les signaleurs, les feux, les juges de fait qui jugent que s'il y a un endroit où il y a chicanes ou des bornes, s'ils coupent la trajectoire. Donc, cette année, il y a eu, je crois, 150 signalements de coupures de chicanes. Voilà. Certains sont habillés en orange, vous le disiez, d'autres en jaune. Quelle est la différence? Alors, les jaunes sont uniquement les commissaires stands. Alors, il y a les jaunes, les stands, qui, eux, comme leur nom l'indique, sont cantonnés au stand. C'est-à-dire, ils gèrent tout ce qui est procédure, les grilles de départ. Ils ont chacun un véhicule qui leur est attribué et surveillent la régularité du règlement sur la ligne de départ. Après, ils se retirent, mais dans les stands, ils font un petit peu aussi la police des stands, la ligne des stands. Il y a beaucoup de monde, c'est fermé aux spectateurs quand ça tourne. Néanmoins, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Ils ont un rôle, et c'est pour ça qu'ils sont en jaune. On les voit de loin. Et après, il y a des commissaires en gris, qui sont les commissaires techniques, qui étaient cette année à peu près 72-74, qui sont un bataillon spécial qui, eux, s'occupent de la partie technique, qui gèrent les mesures, les contrôles des pneumatiques, etc., sous l'autorité de la FIA. Et eux aussi sont structurés comme nous, avec un chef, des adjoints, etc. Et donc vous coordonnez tout ça? Oui, oui, mon rôle est que ça marche bien. Et surtout qu'il n'y ait pas de bobos, j'y reviens toujours. La sécurité. Hein. Donc il y a une armée sur la piste, évidemment. J'ai oublié. Allez-y. Il y a également des commissaires qui sont habillés en noir. Ce sont des chauffeurs, des commissaires qui sont à bord des véhicules d'évacuation qui s'appellent les Alphas, on les appelle les Alphas. Il y a 15 ou 18 véhicules d'évacuation et à bord, il y a toujours 2 commissaires qui, eux, procèdent à la vérification, à la récupération des pièces, parce qu'on doit ramener, quand il y a un accident, la voiture accidentée, plus tout ce qui est annexe. Ils ont perdu un aileron, une roue, etc. On doit tout ramener au paddock pour que les voitures soient vérifiées. Et ils font un rapport là-dessus aussi. Je le disais, donc vous êtes une armée sur le terrain avec tous ces commissaires, mais vous êtes aussi une armée dans les bureaux à l'Automobile Club. J'ai vu avec un vrai organigramme, avec énormément de personnes. La sécurité, ça a une vraie importance. Alors ce que vous avez vu, c'est surtout la direction course. Dans la direction course, là, je ne suis plus le patron de la direction course. La direction course est dirigée par le directeur d'épreuve et les différents directeurs de course. Il y a plusieurs services dans la direction course. Bien sûr, ils s'adressent essentiellement aux chefs de poste, puisqu'ils sont en liaison, la direction course, c'est en liaison directe radio avec tous les chefs de poste, et également les adjoints qui entendent ce qui est donné comme ordre par la direction course, et les signaleurs également, ils reçoivent le message par réseau, lui, qui n'est pas radio, qui est filaire. On a diversifié volontairement pour pas que tout soit la même catégorie. Parlons un peu de votre histoire, Jean-Michel. Vous êtes arrivé il y a longtemps, maintenant, à la CM, en même temps qu'un nouveau président, il me semble, un certain Michel Boëry. J'ai la chance, je le dis humblement et respectueusement, mon président, c'est que je suis un camarade de promotion, mais lui était déjà commissaire avant moi. Mais quand il est arrivé en 1972 à la tête de l'Automobile Club, j'étais commissaire et j'ai commencé sous son autorité. Et j'ai vu ce qui... Alors, comme simple commissaire, hein, j'étais commissaire de base. J'étais à la sortie de la piscine, qui à l'époque s'appelait Mirzuc, puisqu'il y avait la salle de gymnastique de M. Mirzuc. Et c'était là que j'étais sous l'autorité d'un chef de poste. C'est déjà un peu... C'était pas où on en est, mais il y avait déjà un chef, si vous voulez. Mais par contre, on n'était pas habillés, on n'avait pas de combinaison. Le président a dit, moi, je veux que ça soit carré, militaire. Et là, j'ai eu la chance de suivre l'évolution, le fil conducteur qu'il avait créé, de créer un corps, de le structurer et de l'équiper. Et le président n'équipe pas, c'est pas lui qui décide, lui nous demande notre avis, et bien sûr, grâce à lui, parce que c'est quand même équiper 700 hommes, ça représente beaucoup. Donc notre président, lui, c'est lui qui décide et qui va à la pêche au sous. Et là, c'est vrai, quand on équipe 3 hommes, c'est une chose. Quand on équipe 700, ou comme cette année, on a changé les casques de tous les chefs de poste, adjoints, pour qu'ils soient plus aguerris. Et il y en avait quand même 90 en tout, parce qu'il y a plusieurs adjoints des fois dans des postes. C'est un gros investissement. Après, l'année prochaine, on va changer très certainement les chefs de poste, aussi les casques des chefs de poste. Mais là, je vais devant le président. Et en général, à 99,99%, c'est oui. Parce que le corps des commissaires, c'est son bébé. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a créé. Et les hommes lui vouent un respect et une dévotion sans faille. Parce que tout le monde sait que c'est à lui qu'on le doit. Ce qui fait des jalousies, des fois, dans la maison. Mais c'est pas grave, ça. Je m'assois dessus. Vous le disiez, donc vous avez commencé au plus bas en tant que commissaire, jusqu'à aujourd'hui, par où vous êtes passé? J'ai suivi le cursus, je suis devenu chef de poste. J'ai eu à titre privé un accident de rallye, je faisais des rallyes à l'époque, donc j'ai été très handicapé, je ne pouvais plus me retrouver sur la piste.
parce que physiquement, je ne pouvais pas tenir le coup. Donc, on m'a proposé à l'époque, le responsable des commissaires de l'époque, m'a dit, écoute, je voudrais te faire, on a besoin en direction de course, mais ce n'était pas la direction de course de maintenant, hein, c'était un Algeco qui faisait 8 mètres sur 3. Et il m'a dit, je voudrais que tu viennes parce que quand je sors, qu'il y ait quelqu'un qui réponde, bon, pas de problème, on a un vieux poste qui mesurait 60 cm sur 40, des usines à gaz avec 3 boutons dessus. C'était pas la radio, c'était une autre époque. Et donc, j'ai intégré à ce titre-là la direction de course. C'était un Grand Prix. En rallye, je suis resté chef de poste, c'est différent. Et après, quand le président a créé le corps des commissaires, il m'a demandé si je voulais intervenir. Il m'a demandé si je voulais, il m'a dit, tu vas aller au corps des commissaires que je vais créer pour parler des commissaires et voir ce qu'il y a à faire pour améliorer, puisque comme j'étais à la fois, j'avais été pilote, etc., il voulait qu'il y ait une autre vue que du côté automobile club et organisation. Donc je suis rentré et après j'ai suivi l'échelon. Et voilà, maintenant, j'ai pris la direction, enfin la responsabilité du responsable du corps des commissaires, sous l'autorité du commissaire général. Parce qu'au niveau organisation, le patron sportif de tout ce qui est organisation, c'est le commissaire général, avec différents services, dont les commissaires. Moi, je dépends, mais je suis en réalité le responsable, parce que c'est bien noté, le responsable du corps des commissaires. Et je rencontre au commissaire général, c'est normal. Et au président, encore plus. Depuis toutes ces années, le métier, il a forcément évolué. De quelle façon ? Il se remet en question chaque année, par l'évolution d'abord des véhicules. Il faut s'adapter aussi à la technologie, aux nouvelles technologies. C'est très compliqué. Et on est obligé nous-mêmes d'améliorer notre équipement aussi. Je vous disais, c'est fini. Avant, on avait un petit couteau pour couper les harnais, c'est terminé tout ça. On est équipé militairement avec tout ce qu'il faut. Hein. Alors les crics, les premiers crics pour lever les voitures, c'est très simple. Maintenant, c'est devenu, on les adapte en fonction des nouvelles voitures. La hauteur est différente. Alors, la particularité et la difficulté chez nous, à Monaco, c'est qu'il y a différents types de voitures. C'est-à-dire, pour l'historique, ce sont des voitures anciennes. Donc, on ressort nos anciens crics et on en fait refaire quand ils sont abîmés. Donc, parce que ça marche. Mais on ne peut pas servir d'un cric qui sert pour la F1 sur les historiques. Ça ne marcherait pas. Donc, on a des crics spécifiques. Maintenant, si la Formule 1 évolue et change encore, on va être obligé de rechanger tous les crics. On a maintenant des plateaux, on a mis en place un système de plateaux. Les commissaires, comme elles sont très légères, les Formule 1, on les soulève à 2-3 commissaires par l'avant. On glisse un plateau dessous et après on peut manœuvrer et la ripper, la faire entrer dans les points où on doit l'évacuer. C'est plus facile. Les voitures électriques, c'est une logistique différente aussi. Totalement différente, dans le sens où en plus les électriques, par leur conception, il y a le risque électrique qui est très important. Donc stage particulier pour les électriques, tous les risques électriques. On forme par des formateurs, parce qu'on a la chance d'avoir parmi les commissaires des gens qui sont formateurs, sans faire de publicité, à des grosses sociétés françaises d'électricité, et qui sont des formateurs professionnels, donc qui forment nos hommes. Et sur chance que nous avons à Monaco, je le précise, les sapeurs-pompiers de Monaco, qui sont des grands spécialistes des risques électriques. Il y a tellement de voitures électriques sur Monaco, ils sont même les conseils de la FIA en risque électrique. Donc c'est vous dire à quel point on est très pointu sur les risques électriques. Il faut des gants spéciaux, des surgants, il faut des perches pour éventuellement, si quelqu'un s'électrocute, l'arracher, des chaussures avec des surbottes. C'est très complexe, l'électrique. Ça aussi, on a dû s'adapter. Et on s'adapte toujours parce qu'elles vont de plus en plus vite, elles sont de plus en plus performantes, elles ont de plus en plus d'énergie. Donc on s'adapte régulièrement, ça c'est pas. On est habitué. Et on a des équipes de formation quand on fait les stages. Hein. Donc il y a la formation théorique et après il y a la pratique quand on fait le stage. Spécifique justement à l'électrique. Et pour les feux, je fais un retour en arrière. Pour les feux, il y a le risque, uniquement pour l'historique, des feux au méthanol. Les voitures qui roulent au méthanol. Le méthanol a une particularité, vous prenez feu, vous ne le voyez pas. Il n'y a pas de flamme. Par contre, ça chauffe, hein, ça chauffe énormément. Donc vous avez un petit halo et les gens sont habitués. Et les voitures sont stickées avec un sticker particulier orange qui permet de savoir que la voiture est à l'éthanol. S'il y a un incendie, heureusement, il y a beaucoup moins d'incendies que par le passé. Mais le risque zéro n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'incendie pendant 10 ans qu'on va pas en avoir 10 l'année prochaine. Donc on doit toujours être au top. Si on prend l'année calendaire, à partir du mois de janvier, il y a un vrai marathon qui se met en place avec toute une série de courses automobiles, oui. Le rallye, les différents rallyes, les différents GP, et ça vous emmène jusqu'au mois d'octobre avec le rallye électrique. Alors, je fais un petit retour en arrière. Pour être prêt pour le rallye WRC, championnat du monde qui roule le bal déjà, il y a Noël, jour de l'an, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des bénévoles, les hommes. Hein, donc on doit respecter aussi leur vie privée, et c'est même ma première difficulté. Hein. Je peux être strict sur la réglementation, mais quand même je tiens compte, ils ont une vie familiale et professionnelle. Donc la préparation du rallye, vous savez quand est-ce qu'elle commence, la préparation du rallye WRC? Elle commence maintenant.
Elle commence maintenant parce que des équipes vont partir sur la route, dessiner le rallye. Et à partir de là, nous, on construit en base notre formation. Cette formation, disons que pour un rallye en janvier, la formation aura lieu en février-mars. Ce qui veut dire que le rallye est lieu en janvier. L'historique a lieu fin janvier, début février. Et vous voyez quand a lieu le premier rallye. Nous avons eu cette année 70 jours entre la fin, même pas 70 jours entre la fin de l'historique et le premier rallye et le premier Grand Prix électrique. Dedans, il a fallu faire les débriefings des rallyes, faire la formation des Grands Prix et attaquer les Grands Prix. Là, on finit les Grands Prix, on va les faire respirer parce qu'on est obligé de les faire respirer. Les hommes, ils ont une vie familiale, professionnelle. Bien sûr. Mais le commandement va travailler. D'abord, il va y avoir les débriefings la semaine prochaine. De ça, on va en tirer des leçons. Et nous allons engager la réflexion pour la formation l'année prochaine rallye. En rallye, ça ne bouge pas tellement. Semble-t-il qu'on repartirait avec des voitures, les voitures de tête en électrique, semble-t-il. Donc, le risque électrique qui est toujours sur les voitures de rallye aussi, qui est particulier aussi, parce que là, on est en pleine nature, on n'est pas ici avec des pompiers de partout. Là, on a nos commissaires qui sont formés pour le risque électrique en rallye également. Plus une équipe dédiée des sapeurs-pompiers de Monaco. Il y a une équipe par épreuve qui est des sapeurs-pompiers de Monaco avec un véhicule équipé spécialement qui nous vient en appui. Donc quand même, on a des moyens. Mais la préparation, c'est sans fin. C'est sans fin. On finit le rallye, on n'a pas raccroché, fait le débriefing, que déjà, les gens travaillent sur la route pour le prochain Grand Prix. Oui, c'est un calendrier fou parce que chaque course a sa spécificité en plus. Alors, je reprends. Là, on vient de terminer. On va avoir nos formations, préparer les formations, mais on a un rallye électrique, nous. Un rallye purement le e-rallye, qui n'est que des véhicules purement électriques. Et qui, cette année, est en novembre, si je ne m'abuse. Octobre, je pense. Plutôt octobre. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient prêts pour partir sur la route en octobre. Oui. Ils ont fini le rallye. On attaque les formations complémentaires pour faire les rallyes. Ils font les rallyes. Et après, on a les Grands Prix. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Je dois préciser vis-à-vis de mes hommes que, quand même, un commissaire qui fait tout, c'est-à-dire les rallyes et les Grands Prix, nous lui demandons 28 jours par an sur sa vie familiale, parce qu'on n'oublie pas qu'ils ont des femmes, des enfants, et professionnels. Je ne sais pas comment ils font, honnêtement. Ce qui fait qu'on a des gens qui arrivent à s'essouffler. Et puis maintenant, les temps ont changé. Maintenant, les gens changent de métier, changent de région. Donc on a un petit turnover. Heureusement qu'on a des anciens qui sont toujours là, mais les anciens ils vieillissent, hein, comme moi le premier. C'est un vrai investissement. Il faut bien que je pense à m'arrêter un jour, hein, parce que je ne vais pas rester toute ma vie. Donc j'y pense. J'essaie de former mes successeurs, les candidats. Après, le président qui aura, ou le président actuel, choisira qui il faudra mettre à ma place. Je pense qu'on me demandera mon avis, j'en suis même persuadé. Mais bon, ceci étant, il faut penser à la relève. Nous, on est vieillissant, le corps il doit toujours être actif. Il ne peut pas s'enraciner. On doit se remettre en question de moi jusqu'au nouveau. Chaque année, on doit se remettre en question de A à Z. Rien n'est acquis. Combien de personnes sont mobilisées sur chaque événement? Et le Grand Prix, je vous le dis, c'est 708 en tout. Hein. Les rallyes, c'est 250 personnes. Il y a moins un rallye, bien sûr, mais avec d'autres difficultés. Parce que ici, on est chez nous, on rentre chez nous le soir. Le rallye, c'est une cohorte de véhicules qui part. Et les gens dorment à l'hôtel, ils sont nourris. C'est aussi une intendance qui suit énorme. C'est un autre problème. L'hôtellerie est mon pire problème. D'ailleurs, mon pire souci pour les rallyes, parce qu'il faut trouver des hôtels à cette période de l'année. Certains sont fermés. Et là, c'est compliqué. Vous avez plus de demandes sur la Formule 1 que sur le WRC? Oui. Formule 1, tout le monde. On se doute. C'est très simple. On a reçu, puisqu'on ouvre, ça passe sur les sites Automy Club, on ouvre grosso modo à partir de, je crois, juillet, les candidatures pour le prochain Grand Prix. On a eu cette année 810 demandes. Vous savez combien il en est resté au bout du rouleau, après avoir tout fait, c'est-à-dire écarter ceux qui ne répondaient pas aux normes. C'est un règlement, il faut l'âge, le lieu d'habitation, le poids, la taille, il y a plein de choses, plein de critères. Donc quand on dégrossit tout ça, on tombe, après il en reste, on fait la réunion des nouveaux. La réunion des nouveaux, il y en avait cette année 80 qui sont venus. Sur les 80, à la fin, il y en a qui... Non, c'est pas mon truc, moi, l'armée, les grades, c'est pas mon truc. Mais ça, pas de problème, hein. On vous présente au Automy Club, on va prendre un petit remontant à la fin, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc en réalité, il y en a resté 46. On est parti de 800 pour arriver à 46. Vous avez tout compris.
sachant que 46, je vais en perdre parce que professionnellement, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes. Bien sûr. Les études, etc. Ils changent. J'en ai un, il est parti en Australie, qui était l'année dernière. Il me dit, je reviens. Je dis, tu fais comme tu veux. Mais on ne paye pas le déplacement d'Australie. Hein. Non, mais ceci étant, ils font tout à leurs frais. Hein. Il faut être honnête, ils ont un petit défraiement, une indemnité de repas. Mais c'est pas... On ne leur paye pas l'hôtel. On ne pourrait pas payer... D'abord, on n'a pas assez d'hôtel pour les mettre tous, ces pauvres gens. Mais on a beaucoup, disons, à la périphérie de Monaco, jusqu'à Nice, disons. Hein. Voilà. Donc c'est assez raisonnable. Mais on devient de très bonne heure aussi. Parce que savoir le circuit fermant à 5 heures, là, pour le Grand Prix, il fallait être avant 5 heures sur le circuit. C'est un véritable investissement, à tout point. Ah ouais, non, pour eux, bon, moi, mais c'est normal. Je dois montrer l'exemple, en plus. Quand c'est à 5 heures, moi, je dois arriver à 4h30. Il faut que je montre. Hein. Mais les gens, il faut qu'ils se reposent. C'est dangereux. Il faut qu'ils aient un moment où ils puissent respirer. Et là, il y a beaucoup d'épreuves. Hein, beaucoup d'épreuves. Donc, ce qui fait que le repos est important pour les hommes. C'est comme les militaires, c'est la même chose. Hein. À un moment, il faut calmer. Il faut décompresser, il faut qu'ils respirent, qu'ils mangent, qu'ils s'alimentent. Pour la petite histoire, on avait 8000 litres d'eau à leur disposition qu'on livre tous les matins, on la lève dans les postes pour qu'ils s'hydratent. Malgré ça, on a eu quelques étourdissements, malaises vagos. Ça peut arriver, parce que c'est long de rester debout, équipé, harnaché avec un truc, une combinaison inifugée. C'est pas évident, hein. Un casque pendant les épreuves, après il l'enlève, mettre la casquette. Mais c'est fatigant. Et nous en sommes très conscients. Vous le disiez, un week-end de compétition, ça se prépare donc longtemps à l'avance. Comment ça se prépare quand on arrive sur ce week-end, justement? Sur le Grand Prix? Oui, par exemple, ou sur le rallye, peu importe. Le rallye, on va attaquer dans... Allez, en juillet, on va déjà attaquer très sérieusement. Il y aura déjà des réunions, des premières réunions. Formation, mais en interne du commandement. Et après, on va passer à la préparation et l'élaboration du fameux CRIC, circuit routier d'information de formation des commissaires, qui va avoir lieu en septembre. Il faut qu'il ait lieu avant le e-prix. Et ce rallye-là est un rallye... Alors, c'est un rallye off. Mais il y a des concurrents qui ont un rôle. Alors, ils roulent doucement, mais on leur fait des simulations d'incidents que pourraient rencontrer les commissaires pendant qu'ils officient. Par exemple, rentrer une minute en avance dans la zone, oui, il faut pointer à l'heure. S'ils rentrent une minute à l'avance, ils sont pénalisés. Le commissaire doit marquer et le pénaliser. S'ils prennent du retard, s'ils s'arrêtent en pleine spéciale, l'intermédiaire qui voit qu'il n'est pas passé, doit appeler les directions courtes. Il y a la radio qui se met en place. On met tout le système radio en place pour le rallye, le CRIC. Et les appareils de chronométrage de la FIA qu'on loue spécialement pour qu'ils puissent s'entraîner sur du réel. Donc c'est un très gros travail. Et ils font un rallye avec 14-15 voitures qui sont déjà dans l'écurie Monaco en général, ou des voitures anciennes qui simulent des concurrents. Mais ils n'ont pas de numéro, il n'y a pas de bruit, ils respectent le code de la route, les autorités françaises sont prévenues, et monégasques bien sûr. On ne fait pas ça. Administrativement, c'est très lourd aussi. Et comment ça se passe, la communication avec tout le monde sur les week-ends de compétition, justement? Comment on communique avec 700 personnes? Alors, pour le Grand Prix, il y a deux choses. Grand Prix rallye. Grand Prix, on communique par radio, uniquement. Aussi bien direction course que la piste. Parce que nous, c'est rapport piste, direction course, et dans les deux sens. Donc c'est la radio traditionnelle, des radios. Hein. On est en train d'évoluer, d'essayer de trouver un matériel et un système plus important et plus fiable. Parce que pendant le Grand Prix, vous n'ignorez pas qu'il y a des centaines et des centaines de réseaux entre les écuries, les bateaux, qui peuvent arriver à se chevaucher avec des fréquences, alors que c'est réglementé, mais qui peuvent nous poser problème. Donc on a trouvé un nouveau système qui est très performant. On l'a essayé là. Après, il va falloir voir. Et là, je donnerai les propositions au président qui prendra la décision avec le gouvernement. Mais il faut dire que nous sommes aussi, nous, corps des commissaires, en parfaite phase avec notre ministre de tutelle, qui est M. Célario, hein, qui assiste à nos formations, qui vient toujours, qui vient même au meeting le matin des chefs de poste, qui est très présent et qui est à l'écoute de nos besoins. Ça ne passe pas directement de moi à lui, ça passe par le président, hein, attention. Mais il est déjà au courant, il a vu de ce dont il s'agissait. Et donc pendant les courses, vous devez être attentif à la moindre chose. Alors moi, mon rôle pendant la course, je me mets un peu en retrait. Je suis dans la direction, je ne fais qu'écouter. Je ne leur parle qu'à la fin pour leur dire qu'ils ont été bons, pas tellement bons. Hein. S'il faut, je sais aussi être resserré et redresser un peu les choses. On peut avoir oublié certaines choses, bien qu'on ait fait la formation. Donc je suis là pour les recadrer. À la radio, non, parce qu'on ne fait jamais ça à la radio. On le fait les yeux dans les yeux, en formation, le matin, avec les commissaires, les chefs de poste, à huis clos, entre nous. Et là, je dis ce que j'ai à dire. Le bien, et s'il y a des oreilles à tirer, j'en tire quelques-unes. Mais c'est rare, c'est rare. Mais ça arrive.
C'est obligé. Sur 700 personnes, on ne peut pas avoir que des cadors. Hein. Les gens qui sont fatigués, qui se laissent aller. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça se passe bien. Moi, je suis très satisfait. C'est un travail colossal. Il faut surveiller le moindre débris qui pourrait arriver sur la piste pour la Formule 1, par exemple. Ils sont nos yeux sur la piste. C'est eux qui voient. Nous, on est derrière les caméras, mais la caméra, c'est bien beau, c'est beaux images, mais on ne voit pas qu'il y a une plaque d'égout qui est en train de se déceler. C'est eux qui le voient. Ou un câble qui tombe, ou quelque chose. Là, les publicités, il y avait les publicités qui se délitaient. Il a fallu on a trouvé la solution. On a dit, on va vous acheter des cutters. On a fourni des cutters pour qu'ils puissent couper les morceaux facilement, sans être rapidement et proprement. Mais moi, mon rôle à la direction course, c'est de les écouter. Ce sont les directeurs de course qui leur parlent, je ne m'en mêle pas. J'écoute et c'est tout. En combien de temps vous réagissez? Ça doit être instantané. Ah oui. Il n'y a pas le temps de tergiverser. Ah non, quand l'ordre est donné par la direction course, ça doit... Alors ça, je le regarde. Figurez-vous, ça, je regarde combien de temps. S'il y a du retard, je regarde qui a un peu hésité. Mais ça ne se passe pas. Cette année, ça a été très bien. Moi, je dois dire, avec ce qu'on peut voir, les images qui circulent, je peux vous dire que nos hommes ont été extraordinaires. Prenons l'exemple de cette année, justement, dimanche, premier tour de ce 81e Grand Prix de Monaco. C'est énorme crash de Sergio Pérez avec une monoplace qui a quand même fini en miettes. Un accrochage entre les Alpines. On a Carlos Sainz qui fait une crevaison. Racontez-nous, ce moment pour votre équipe, comment ça se passe? Ça part dans tous les sens. Si vous voulez, ils sont paramétrés pour être équilibrés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'exciter et hurler direct à la radio, attention. Ils nous prennent attention, il y a un choc violent, et après ils prennent leur temps, ils regardent et ils rendent compte. Il faut donner une information fiable, claire et nette. C'est ce qu'on leur demande. On ne demande pas de parler pendant 5 minutes. Ils doivent dire, voilà, crash, une voiture. S'ils n'ont pas vu le numéro, ils ne disent pas. S'ils sont sûrs du numéro, ils le donnent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'état du pilote. Parce que là, c'est important. Hein, c'est quand même leur vie qui est en jeu. Donc, l'état du pilote, conscient, pas conscient, ou les lumières allumées sur la voiture, les différentes lumières, hein, pour voir si la voiture, on peut la toucher ou pas la toucher. Parce que dans certains cas, on n'a pas le droit de la toucher. Donc, il faut savoir déjà l'état du pilote. Ça, c'est primordial. Donc, ça, le chef de poste, instantanément, il nous donne l'information à la direction course. On sait. À partir de là, c'est eux qui gèrent le truc. C'est pas la direction course qui leur dit il faut faire ci, il faut faire ça. Le chef de poste, il connaît son poste, il sait qui l'a désigné au préalable dans son équipe pour venir intervenir. Il se rend sur la piste, lui, le premier, seul, il regarde, il fait le tour, il rencontre une direction. Pilote conscient, pas conscient, lumière allumée, pas allumée, et il appelle son commando qui vient, lui, avec le matériel adéquat, à savoir ou le cric, ou les plateaux, ou les deux, ou plus, ou la sangle s'il faut lever la voiture, la grue, puisqu'il y a des grues partout positionnées qui sont toujours en état de marche, elles fonctionnent au moteur. Le grutier il descend sa flèche pour se positionner, elles sont prééquipées avec le truc, le passage. On met un passage de sangle, on accroche la sangle, la voiture, dès qu'elle est libérée, on l'évacue. Ça s'est bien passé. En réalité, je me doutais que vous alliez me poser la question, donc j'ai vérifié, puisque j'étais en direction course, ça a duré. Pour les commissaires, je parle uniquement. À partir du moment où il y a eu le choc, jusqu'au moment où ils ont dit la piste est claire pour nous, ça a duré 30 minutes. Il y a eu 40 minutes, pourquoi? Parce qu'après, il faut relancer le décompte. C'est très compliqué. La FIA a un process qu'il faut respecter, sportif. Donc, mais nous, en 30 minutes, ils ont tout. Et les rails ont été changés. Parce qu'en plus, c'est les équipes qui viennent. Puisque, je vous précise que tous les rails à Monaco sont numérotés, un par un. C'est-à-dire que le chef de poste, dès qu'il a traité le problème de la voiture, à lui, de suite, il dit le 320 H au haut, au bas, au milieu, a changé, ou le support numéro S225, et les équipes de professionnels là, qui sont dédiés à ça, avec leurs camions, ils ont mis dans leur véhicule les rails. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps. Ils arrivent, ils ont des pistolets, ils démontent les rails, ils changent les rails. C'est énorme. Après, il y a les Tech Pro aussi qui bougent énormément. Quand il y a un choc, notamment à Saint-Dévote, où il y a beaucoup de chocs, les Tech Pro, ils peuvent reculer de 2 mètres, puisqu'ils sont comprimés avec de l'eau. Et ça se défend, il faut ressangler. Et ça, c'est les équipes. Nos commissaires les aident à faire ça. On l'a vu à l'historique, d'ailleurs. Ils sont mis en rang. Ils ont aidé les gens des professionnels à repousser. Parce que repousser 30 Tech Pro, ça pèse 1 tonne, hein, je pense, le truc avec l'eau dedans. Donc, mais tout le monde travaille en parfaite harmonie. Avec les services, il se passe très très bien. C'est impressionnant quand même cette intervention en seulement 30 minutes. Et vous le disiez, vous avez des commissaires qui ont une vie, qui dorment peu. Et pendant les Grands Prix, j'ai cru comprendre qu'ils dormaient très très peu. Et pourtant, il faut qu'ils soient en alerte à la moindre chose, à la moindre seconde. On ne peut pas avoir 10 secondes d'inattention. Non, à partir du moment où la course est lancée, même juste avant, dans le timing de départ, ils sont prêts.
Et on vérifie qu'ils soient bien prêts, hein, parce que là, aux caméras, on voit s'ils sont prêts. Ils sont devant leur fenêtre, ils sont prêts, ou répartis, parce que dans un poste, il peut y avoir plusieurs fenêtres d'intervention. Ils sont prêts à intervenir. Donc ça, là, je leur fais entièrement confiance. J'en ai pas un qui traîne dans un coin. Ils sont tous opérationnels. Les médecins se préparent aussi, parce qu'il y a les médecins qui peuvent intervenir. Donc eux aussi, ils sont au poste, il n'y a pas de problème. Toute l'organisation est prête. Ça marche vraiment très, très bien. Il y a des accidents que vous redoutez particulièrement, que ce soit en F1 ou en WRC? Pas particulièrement, oui. Si, il y a des accidents qui n'arriveront, j'espère jamais. C'est une voiture qui s'envole, mais je ne pense pas. L'Automobile Club met tellement de moyens à disposition, les sécurités, le circuit est tellement équipé que le risque zéro n'existe jamais, bien sûr, mais sinon on ne fait plus de Grand Prix, c'est pas possible. Mais je ne vois pas. Oui, moi, ce que je regrette le plus, c'est que j'ai un commissaire blessé. Ça, oui. Ça c'est ma hantise. Je n'ai pas envie d'en voir un blessé. Mais on fait tout pour qu'il soit parfait. Il y a eu un photographe, je crois, qui a été touché Alors, très bonne question. Très bonne question. Nous avons une formation où on montre à nos commissaires, il y a des films qui sont pris. Chaque année, les films de tous les accidents sont pris. On les garde, on les met sur disque dur et on s'en sert pour l'année suivante pour leur montrer le type d'accident. Et pour les photographes, bien qu'ils soient informés par le service communication, qui est excellent à l'Automobile Club, comme tout le monde le sait, mais c'est vrai, ils ont ces habitudes, il faut prendre la photo, on s'appuie sur le rail. Résultat, mais ils étaient agglomérés, et vous avez vu ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est même pas l'Automobile Club qui a filmé, ça part en vrille de tous les côtés, quand une voiture tape une telle puissance, maintenant avec le carbone, ça part, c'est des lames de rasoir, des 2 cm, 3 cm qui partent, et s'ils ont l'appareil appuyé dessus, c'est fini, le gars il se blesse, hein, et il y a eu un blessé effectivement. Mais, je touche du bois, alors qu'il y avait beaucoup de commissaires, il n'y en a pas un, ils étaient en retrait. On ne doit jamais s'appuyer à un rail. C'est bon pour tout le monde, pour les commissaires, pour les médecins, pour tout le monde. Alors c'est sûr, la fatigue aidant, on veut voir, on s'appuie, on se rapproche, on fait attention, et puis petit à petit. Et là, nous, depuis Direction Course, on les rappelle à l'heure. Les directeurs des de course qui sont avec moi, enfin à côté de moi, voient et disent attention, le poste, reculez. Il y a un gars qui est trop près du rail. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est collé, mais nous, on le voit qu'il est collé. Mais on ne veut pas, devant tout le monde, on dit attention, recule, parce que là, on risque un accident. Et là, malheureusement, ça sera un cas d'école, je pense, pour les journalistes et les photographes. Alors, c'est vrai qu'ils veulent toujours la photo shop, hein, extraordinaire. Et quand vous voyez des morceaux qui volent dans tous les sens, c'est très, très grave. C'est énormément de risques. Après, attention, la FIA positionne aussi ses caméras. Avec ses caméramans. Maintenant, ils ont des caméras automatiques qui télécommandent, ce qui est mieux d'ailleurs. Par exemple, la caméra automatique, elle s'envole, là, ça va faire du dégât aussi. Mais quand ils ont des caméramans qui sont juste derrière, moi, je dis attention, là, parce que vous risquez un coup. Hein, le caméraman, ça peut tomber. Bon. Quel est le problème, l'accident qui a été le plus difficile à gérer dans votre carrière? Je ne peux pas dire qu'il y en a eu un plus que d'autres. Il y a des choses qui m'ont marqué. Quand il y a eu l'accident à la chicane à l'époque, un mois après l'accident de Senna, la disparition de Senna, ça a été Berlinguer, donc il vient heurter latéralement la chicane, les blocs à la chicane. Là, j'ai vu, c'est quand même une chose, on parle des commissaires, mais j'ai vu quand même une équipe se mettre en place médicale hors pair. C'est-à-dire que le médecin qui est intervenu, le réanimateur qui est intervenu avec son équipe, de suite, ils l'ont sauvé. Hein. Ils l'ont sauvé dans la voiture. Hein. Parce que le médecin, il a pris son temps. Bon, c'est professionnel, c'est leur métier. Mais il l'a sauvé. Parce qu'il a pris le plus mauvais coup latéral pour la tête. Et en plus, il n'y avait pas les protections qu'il y a maintenant, il y a 30 ans. Hein. Donc, c'était... Et là, j'ai vu se mettre en place toutes les organisations. Et les commissaires, bien sûr, qui sont en apport des médecins, mais sans rien toucher, parce que là, ils ne pouvaient pas toucher la voiture ni rien. Les médecins, la protection, les pompiers qui sont arrivés, la désincarcération. Là, vous voyez que l'Automobile Club, c'est quand même une machine bien rodée. Hein. Franchement, on parle des commissaires, mais c'est tout un ensemble, il ne faut pas l'oublier. Et l'intervention dont vous êtes le plus fier, celle qui a été une des plus déterminantes, une marquante? Ben, cette année, peut-être, disons cette année, l'accident Pérez, hein, parce que ça, c'est d'actualité. Mais parlons d'autre chose que les accidents. Ce qui m'a fait le plus plaisir, quand même, c'est Charles, hein, on le sait. La victoire. Alors, là, j'ai vécu un grand moment, parce que avoir nos commissaires qui sont... Mais les voir heureux et pleurer, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de Monégasques, il y a beaucoup d'étrangers, hein, mais ils étaient dans une joie indescriptible. Et nous les premiers, bien sûr, on est très fiers. Dans quel domaine, attendu depuis longtemps. Dans quel domaine la sécurité du sport automobile peut encore évoluer? Alors sur les voitures, ils vont encore trouver des choses, hein, mais pour nous, on s'adapte
à la voiture et à l'évolution de la voiture. Toujours. Hein. On est en parfaite liaison. La FIA nous envoie les nouvelles normes, les améliorations. Chaque fois qu'ils changent quelque chose, ils nous l'envoient. On étudie et on voit ce qu'on peut adapter, nous, en ce qui nous sert, surtout matériel, pour enlever la voiture. C'est la protection de la voiture, comment l'enlever rapidement, parce que chaque minute compte hein, dans un accident, hein, pour dégager, remettre la route prête à repartir. Jean-Michel, c'est une tradition dans l'émission, dans le podcast, on fait une petite pause avec un petit quiz très rapide, il n'y a pas de piège. Sur le WRC, j'ai essayé de vous faire plaisir. Quel est le seul monégasque à avoir remporté le rallye de Monte-Carlo? Le rallye ou Grand Prix? Chiron. Oui, voilà, exactement. Ouais. Je savais que je vous tendais pas de piège sur cette question. Johnny Hallyday a participé au rallye de Monte-Carlo en 1967 aux côtés de Henri Chemin, mais à bord de quelle voiture? Une Ford Mustang. J'y étais, alors je sais. Il anticipe même la réponse. Le numéro 180 et quelques, je crois. Blanche et noir. Si vous demandez la plus belle image que j'ai du rallye, parce qu'au rallye, j'ai une autre fonction. Je suis responsable du commissaire, mais en même temps, je suis la voiture 000. C'est une des 3 voitures ouvreuses. Et là, j'ai vécu les tourniquets. Le tourniquet, c'est 6 virages, hein, en épingle à cheveux qui montent, avec une foule. Mais moi, je pensais qu'on passait pas. Honnêtement, quand moi je suis passé, j'ai dit, mais là, ça passera jamais. C'est passé. Mais des milliers de spectateurs, des feux d'artifice, mais j'ai jamais, en pleine nature, là, ça vous prend au tripes. Hein. Je vous promets que là, en pleine nature, voir ça, les brûlots partout, parce que les gens, ils viennent 8 heures avant, hein, ils s'installent. Oui. En plus, là, sur le cyclisme, c'est la même chose. Mais en pleine nuit, vous arrivez là-dedans, vous dites, c'est pas possible. Ça a été, pour moi, en rallye, ça a été ma plus belle image que j'ai conservée. Un plus beau souvenir. Ouais. Jean-Michel, on enlève un petit peu le costume de commissaire général et on va enfiler celui de pilote. Oui. Vous êtes un vrai passionné de sport auto et notamment de rallye, on le disait. Oui, j'ai commencé rallye en 70. J'ai eu mon accident en 75. Donc j'étais rallye, hein, mais j'étais absolument amateur. Hein. Alors, je roulais, j'avais commencé une Tour Bianchi, après j'ai eu une Opel Ascona, 2 Opel Ascona. J'ai fini lamentablement dans la couillole en contrebas. Je ne m'étais pas fait mal, c'était le principal. Et puis après, j'ai eu une Alpine. Et malheureusement, au rallye d'Antibes 75, j'ai eu un très grave accident et je me suis, disons, cassé les 2 jambes, les 2 pieds. Donc c'était très lourd, si vous voulez. Ça m'a écarté complètement. Je ne pouvais plus être sur la route en tant que pilote. Depuis, j'ai récupéré parce qu'on m'a fait des opérations, moult opérations, et ça va. Mais quand vous êtes blessé, et là j'ai pris, et là je renverse, et ça me sert d'ailleurs. Quand je me mets à la place d'un accidenté, maintenant les moyens ont énormément été améliorés de désincarcération, mais à l'époque c'est le début. Des pinces, des choses, des machines qui découpent les voitures. C'est très long quand vous êtes dedans, que vous n'avez pas perdu connaissance. Vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que le réservoir crevé, imbibé d'essence, la batterie qui fume, vous ne savez pas si c'est le feu ou quoi, vous êtes dans le cirage. Et là, je voudrais dire, ça m'a marqué énormément. Et c'est pour ça que je suis très attaché à la sécurité. Très attaché. Elle vous vient d'où cette passion? J'ai toujours été fanatique. J'étais tout petit, j'avais des petites voitures, je me rappelle à pédale, mais c'était mon truc, les voitures. Et puis, c'est vrai, j'ai été élève à l'école des frères, ici à Monaco. Donc, quand j'étais petit, je me rappelle une petite anecdote que je vous livre. Il y avait le rallye, le Grand Prix. Je ne sais pas, j'étais en 5e, je crois. J'étais descendu, donc je m'étais absenté. Et le frère, qui s'appelait le frère Sulpice, frère des écoles chrétiennes, j'étais avec un copain, il nous a fait remonter jusqu'à l'école. Toutes les rampes major, la rampe major, en nous tirant par les oreilles. On n'est plus revenu. Voilà. Il nous avait pris au gazomètre. À l'époque, c'était le gazomètre, avec les bottes de paille. Il nous a fait remonter. Ça, je m'en souviens. Ça a été une marque dans ma tête extraordinaire. Quel pilote vous faisait rêver quand vous étiez enfant? Enfant? Non, enfant, je ne peux pas dire. Mais quand j'ai commencé à courir, c'était Androuet. Moi, Androuet, c'était mon idée. Après, quand je courais encore, au moment de l'accident, j'étais avec Michel Mouton. Et alors, pour la petite histoire aussi, Michel Mouton, qui était vice-champion du monde de rallye, elle avait la même voiture que nous, préparée par le même préparateur, et bien sûr, elle nous tapait tout le temps. Et mon copilote, parce qu'on avait la voiture à 2, donc on courait alternativement, me disait, c'est pas possible, elle triche. Non, elle triche pas, la preuve qu'elle était vice-championne du monde. Maintenant, avec les années, le recul, quel pilote vous a le plus marqué, que ce soit en WRC ou en Formule 1? En Formule 1, moi, Prost m'a... Bon, Franchouillard, bien sûr, peut-être, mais il m'a beaucoup marqué, hein, c'est vrai. Bon, Senna, mais c'est vrai que j'avais un petit penchant pour Alain Prost. Et en WRC?
En WRC, Björn Bornegaard à l'époque, ça m'a marqué. Et non, alors, un ami extraordinaire, je dis un ami, c'est Ragnotti. Ragnotti qui faisait aussi bien de la piste que de la route. Alors lui, il fait les deux. Mais c'est un funambule, un mec, un garçon extraordinaire, toujours joyeux, gentil, jamais critiquant personne, pas la grosse tête. Lui, c'était très bon, un très bon pilote, aussi bien en rallye. En Grand Prix, il a roulé, mais c'était pas son truc, il préférait la route. Mais c'est un garçon extraordinaire. Vous étiez quel type de pilote, vous? Amateur, purement amateur. Passionné amateur. Agressif? Non, mais j'aime pas perdre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette discipline, justement, du rallye? À mon époque, c'est grave ce que je dis, mais c'est vrai. Les pilotes, c'était des coureurs de fond. Il fallait faire un Monte-Carlo en partant de plein de villes, en roulant jour et nuit, et se refaire après les épreuves avec des voitures qui n'avaient pas les freins qu'elles ont, la direction, les suspensions. Amusez-vous à comparer des temps de l'époque dans un Turini, d'un temps de Val-de-Garde, d'Arniche, d'Androuet, et vous le comparez maintenant aux voitures qui n'ont plus rien à voir. Avec ces voitures-là, ce qu'ils arrivaient à faire, c'est extraordinaire, quoi. Il y avait plus de neige aussi. On n'était pas dans les mêmes conditions que maintenant. Avant, les routes étaient, pour le Monte-Carlo, étaient vraiment enneigées. Maintenant, on est beaucoup sur le sec. Malheureusement, j'espère que ça va tourner, qu'on va revenir quand même à de la neige, à des vraies conditions de Monte-Carlo. Maintenant, ce sont des sprinters. Ils font des sprints de 30 km, 12 km, 18 km, plusieurs alignés. Et c'est ce qui fait la différence avec des voitures qui sont de technologie incroyable. Votre passé de pilote, ça vous sert dans votre quotidien professionnel? Ça vous aide à comprendre certaines situations? Oui, mais au niveau conduite personnelle, alors ma conduite automobile, je suis devenu quelqu'un aux antipodes, puisque, sans faire de publicité, je conduis une voiture hybride, mais depuis longtemps, j'ai été attaché à ça. Je m'aperçois que rouler, actuellement, il faut respecter le code de la route. Donc on ne peut plus rouler comme on roulait avant, même s'il y a une grosse cylindrée. Et moi, ça me frustrerait beaucoup. Donc j'ai tiré entre eux. Et le prix de l'essence, il faut l'ignorer. Non, mais c'est vrai. Les contraintes qu'il y a maintenant, c'est la folie, quoi. Donc j'ai dit, autant rouler tranquille. Et puis quand je peux rouler, je vais sur un circuit, je me fais plaisir. Ou pendant le rallye sur route fermée, voilà, là, je me fais plaisir. Mais c'est tout. Maintenant, il y a trop de contraintes. Vous parliez de Charles Leclerc tout à l'heure. On y vient justement à ce magnifique Grand Prix hier et cette magnifique victoire du Monégasque ici, le premier Monégasque à s'imposer en Grand Prix. Vous m'avez dit, vous étiez très ému. On a même vu le prince. Absolument. Très ému. Ils se sont tombés dans les bras l'un l'autre. C'était un grand moment d'émotion. Pour moi qui étais au pied de la direction de course, de le voir le souverain pleurer, c'est vrai que moi aussi, ça m'a un peu secoué. Mais c'est vrai que ça me donne encore le chef de poule. Mais nos commissaires aussi étaient... Même des gens qui ne sont pas de Monaco, qui sont de l'extérieur, ils nous fait tellement rêver. C'est vrai, on est à l'Automobile Club Monaco. On est tous membres de l'Automobile Club Monaco. J'ai oublié de vous dire, on est bénévoles, mais on est tous membres de l'Automobile Club. Et notre marque de fabrique, maintenant, c'est lui, notre représentant au plus haut niveau. C'est lui. Donc là, il nous a vraiment émus. Et on espère bien pouvoir lui rendre sous une autre forme, mais on va le rencontrer. Le corps des commissaires souhaite le rencontrer. C'est légendaire ce qu'il a fait. Ah oui. Alors ceux qui étaient là, les nouveaux, eux aussi, pour eux, j'ai parlé avec les nouveaux. On est nouveaux, et on voit Charles Leclerc, si tu t'en souviens, je pourrais dire, j'y étais quand tu seras vieux. C'est vrai. Eh oui. Oublions votre affection pour lui, le pilote. Comment vous le jugez? Moi, je pense qu'il est... je ne vais pas faire du chauvinisme, mais pour moi, je pense qu'il est bon. Bon, après, ça dépend des écuries, bien sûr. Là, Ferrari a changé de stratégie, la voiture s'améliore, etc. Et on voit que ça marche. Après, c'est vrai que maintenant, j'étais un peu stupéfait hier de voir quand même la différence qui s'est renversée, qui est apparue entre des grandes écuries qui étaient devant. Et maintenant, ils ont mangé un tour au bout de très peu. En très peu de temps, 14 ou 15 tours, ils leur ont pris un tour. Alors, et ça s'est dégradé derrière, régulièrement. Alors on peut dire les pneus, je veux bien, mais il n'y a pas que ça, je pense. Vraiment, et puis il a tout fait. Il a eu tout dans le bon. Les essais, ça a toujours été dans le bon. Donc, ça veut dire que la voiture doit être au point. Pour un circuit tel que Monaco, peut-être sur d'autres circuits, ce ne sera pas le cas. Mais pour nous, il ne fallait pas louper l'occasion. Parce que l'année dernière, effectivement, on avait un travers. J'ai vu une interview en 2022, vous commenciez à penser à arrêter, vous commenciez peut-être à fatiguer. Pourtant, 2 ans plus tard, vous êtes toujours là, Jean-Michel. Oui. C'est difficile de décrocher quand on est aussi passionné. Oui, mais il faut savoir s'arrêter. Je pense que c'est important. Parce qu'on ne sait pas tout, il faut se remettre en question. Les nouvelles technologies, je ne les maîtrise pas, comme mes collaborateurs. Et il faut des jeunes qui arrivent.
Après, il faut trouver des jeunes qui aient envie de s'investir à ce niveau-là, parce que pour des bénévoles, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous et pour l'ACM? Pour l'ACM, très longue vie, et que Charles garde encore très longtemps. Non, mais je pense que l'ACM, c'est une maison unique au monde. Unique au monde, je pèse mes mots. On n'a pas le droit de la détruire. Il y aura des successeurs à l'avenir, il y aura d'autres têtes dirigeantes, mais on ne pourra pas l'entacher de l'image qu'elle a, qui a été créée et voulue par le président Boéry. Ça, c'est pas pour... mais c'est voulu, être toujours dans l'air du temps, développé. Et après, les affaires sont les affaires. Le temps est le temps. Je pense que l'ACM ne pourra jamais mourir, d'après moi, jamais. Je suis donc très attaché. On peut lui souhaiter qu'elle garde son prestige. Absolument. Elle le développera encore, j'en suis certain. Merci Jean-Michel Matas d'avoir répondu présent avec nous. C'est la fin de cet épisode des Invisibles. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À bientôt. Merci beaucoup.